Oui, alors dans le bail, c'était pas stipulé. Il y avait, mais c'était tacite. Faire bon accueil aux cheminots. Enfin, ça n'a rien à voir avec les employés de la SNCF. Il y avait des SDF qui allaient de château en château. Il y en avait un flopé de familles nobles dans toute la région. Ils avaient au château de Volserre une pièce en sous-sol probablement où ils pouvaient trouver à manger, ils pouvaient servir à manger. Et il y en avait peut-être une dizaine tous les soirs. Ça, c'était avant le marquis d'Aubigny, là. Pardon? C'était à l'époque du marquis d'Aubigny. Non, avant. Le marquis d'Aubigny a d'ailleurs le château de Ville, parce que le marquis d'Aubigny, Madame Yolande de Volserre a suivi son mari dans les garnisons. Ah oui. Le personnel était réduit, très très réduit. Alors, ils étaient invités à aller coucher ailleurs, quand même. Alors, ils allaient coucher dans les fermes. Ma grand-mère, mon grand-père me disait qu'il y en avait eu par moment une bidouzaine dans la paille. Qui couchaient dans la paille. Il fallait donner des coups de gueule de temps en temps pour mettre de l'ordre. Il y avait un peu de tout. Il y avait des soi-disant blessés de 70, la guerre de 70, sans pension. Ça s'était bien porté. Il y avait des malchanceux, évidemment, des gens cabossés par la vie. Et puis il y avait des gens du voyage, des gens qui travaillaient dans les cirques, des acrobates qui étaient vieillis ou qui avaient eu des accidents, des bonimenteurs de foires, de cirque. Il y avait un nain, paraît-il, parce qu'il passait régulièrement. C'était pas triste, ma grand-mère me disait. C'était pas tellement triste, parce qu'il y en a qui faisaient des petits tours, ils venaient des gerbistes, en se retournant, ils venaient des gerbistes, et un exhibant, un mounion, c'était assez amusant. Il y avait des bonimenteurs qui faisaient vraiment des discours, etc., etc. J'ai retrouvé aussi des carnets d'ouvriers. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Alors, des carnets d'ouvriers qui ont été signés par des fermiers de Saint-Albin-de-Volserre. Ah oui. Donc, ils prenaient l'ouvrier pour un mois ou pour une saison. Et ils signaient, parce que ça leur servait de carte d'identité, passeport, pour continuer leur petit bonhomme de chemin. Ne serait-ce que pour ne pas être arrêtés comme SDF, disons, par la police d'époque, quoi. Oui. Donc, ils avaient des carnets où c'était marqué bon ouvrier, tout ça, nous vous le recommandons. Et puis ça leur permettrait d'avoir ce qu'on appelle un CV maintenant, quoi, hein, pour pouvoir obtenir un boulot un petit peu à droite à gauche, quoi, pour les dépanner, quoi. Alors on retrouve le marquis d'Aubigny, lieutenant-colonel, je crois, commandant les régiments de Spahis à Biskra, dans le sud algérien. Ça je le sais parce qu'un garçon de l'âge de mon père, un ami de mon père, avait fait une bêtise, enfin bref. On l'avait fait engager, il s'est engagé dans le régiment du marquis d'Aubigny, à Biskra. Il avait emmené sa femme et sa fillette. Ils n'ont pas pu supporter le climat. La vie là-bas, en sud algérien, était extrêmement dur à cette époque. Enfin bref, lui a fait ses 3 ans, je crois qu'il a fait 3 ans, il a fait autre chose. Oui, alors, la guerre de 14, on parle des cheminots, quoi, des SDF. Oui, c'était pas toujours triste, quoi, en grand-mère. Ça portait. On disait même, ça c'est à vérifier, qu'il y avait un hypnotiseur de cirque qui endormait les gens de temps en temps. Alors s'ils étaient bien reçus dans une ferme, il faisait voir aux fermiers des images de paradis terrestre avec des animaux, des animaux sauvages qui suivent. Par contre, s'ils étaient mal reçus, il faisait voir les bâtiments en flammes, les bâtiments agricoles en flammes, ou les bêtes qui calaient dans le blé. Et ça, c'est à vérifier. C'est ce qu'on racontait, c'est des cheminots.
Aller à l'école a commencé avec une dame, il y avait un monsieur et une dame, une demoiselle, donc, qui s'est marié avec un bas-fer des étapes, un scieur. Elle est allée enseigner à Pont après. Elles sont venues les Chabert. C'est Madame Chabert qu'on a peut-être entendu parler, vous avez peut-être noté ça. Oui, j'ai la photo justement. Qui était déjà plus tout jeune, qui avait de grands enfants. Ils avaient un petit enfant, je crois aussi. Quoi qu'ils avaient plusieurs enfants? Non. Ils en avaient qu'un, je crois. Ils avaient un fils. Je sais qu'ils avaient un fils. Ouais. Qui a essayé de remettre un peu d'ordre dans l'enseignement à Saint-Alban. Je crois que M. Chabert était secrétaire de la mairie et Mme Chabert était institutrice. Ah oui, c'était obligatoire. J'avais un grand-oncle. Ouais, secrétaire et peut-être, oui, même peut-être instituteur aussi, je pense, je présume. Ah oui, oui, instituteur. Parce que j'avais un arrière-grand-oncle qui était instituteur en 1880 et qui touchait à l'époque 750 francs par an de salaire, d'appointement. Oui. Il était secrétaire de mairie, on lui donnait 150 francs pour faire le secrétariat de mairie. Ça corsait un peu, ça mettait un peu de beurre dans les épinards. Je jouais un Arthur Chabert. Arthur Chabert, c'était l'enfant, quoi. Et Chabert, ah bah oui, il disait Madame Chabert, c'est tout. Madame Chabert, Monsieur Chabert, il n'y avait pas les prénoms. Voilà. Ils enseignaient tous les deux. Ouais. Il a essayé de mettre de l'ordre et la guerre de 14 est arrivée. Il était désolé parce que tous les enfants qui avaient 10, 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ne venaient pas à l'école, qui très irrégulièrement d'abord. À cette époque-là, pour aider leur mère qui était seule à la ferme. Dans votre famille, à cette époque-là, il y avait des enfants à l'école à Saint-Alban quand même. Non? Pardon. Il y avait des enfants à l'école à Saint-Alban dans votre famille à cette époque. Ma mère était fille unique. Donc c'était madame, enfin mademoiselle, parce que j'ai des noms. C'était, comment elle s'appelait alors? Élise Fugier. Non, je sais pas à cette époque-là. Non, mais là c'était en 18, pas pareil. Ah oui, elle avait quitté l'école. En 1904. Ouais, voilà, elle a déjà quitté l'école. Alors elle a quitté l'école. Alors les enfants qui étaient un peu doués, étaient de bonne volonté, quoi. Qui les parents n'envoyaient plus à l'école, c'est le cas de ma mère qui était seule avec la grand-mère à la ferme au mois de juillet. Monsieur Chabert leur donnait des leçons particulières le soir. Il leur laissait des livres de classe que j'ai toujours, qui sont restés, que j'ai toujours. Il y en a qui c'est des documents, oui, parce que les livres, enfin, on réédite toujours le Tour du monde, le Tour de France par deux enfants, vous l'avez lu. Il y en a, c'est des documents sur la vie et la campagne, des lieux de lecture, etc. Monsieur Chabert et Madame Chabert, très très longtemps après, c'était soucieuse de l'environnement, de l'écolo avant l'heure, puisque dans les années 50, le monument aux morts de Saint-Alban la LAR avait lancé, il était dans un petit bosquet. Le conseil municipal avait décidé de reculer un peu le bosquet. Je ne sais pas s'il y a toujours une haie derrière, non? Il y a toujours... Vous me posez une colle, il me semble que oui, il me semble. Bref, et Madame Chabert, qui était déjà veuve et déjà âgée, était venue faire un esclave auprès des anciens élèves qui étaient conseillers municipaux et maires. Elle a dit, vous coupez ce qui est le plus beau dans le village, etc. Après, alors, M. Chabert a été très dévoué auprès de ses élèves qui ne pouvaient plus aller à l'école, qui n'allaient plus à l'école pendant la guerre de 14.
C'est vrai que la plupart n'avaient plus d'école. Il n'y avait même pas il y avait même plus d'école. Il n'y avait plus d'école à cette époque-là. Si, elle existait. Ouais, ça existait. Ah si, il est bien l'école. Oui, quand même. Ouais. Ah si. Et ils amenaient leur bois. Ils amenaient leur bois pour le chauffage. Ah non, Il me semblait que c'était la mairie qui devait amener le bois. Ils avaient une boîte à sciure pour éponger les langres. Les buvards étaient tellement rares. Ah, des boîtes à sciure. Oh oui. Pour buver la boire. Remarquez, moi j'ai connu dans toute mon enfance une institutrice qui fabriquait son encre. Elle achetait des pigments en boîte. C'était 2 fois par an. Elle envoyait des grands élèves chercher dans 1 litre d'eau propre en passant au triomphe. Il y avait la casserole au fond de l'armoire avec une spatule, une cuillère en bois. Et l'institutrice prenait certainement le blouse de son père, qui traînait jusqu'au. Elle faisait bouillir l'eau, elle versait dans l'eau bouillante les pigments, elle brassait, touillait à un moment. Elle mettait ça à refroidir sur la fenêtre, ça faisait l'encre pour 6 mois par exemple. Je parlais ça à un jeune instituteur, il me disait tu sors d'eau de chez les sauvages. Ouais, mais c'est pas clair. C'est pas si vieux, enfin si, c'est quand même 75 ans de ça. Oui. Alors après la guerre, il y a eu la ferme là-bas vers la Croix des Adieux, avec une très mauvaise réputation. Il y avait des phénomènes paranormaux. Oh. Riez pas. Cette ferme-là. Il y avait des bruits dans les murs, paraît-il. Il avait fallu leur donner, maintenant on leur demanderait les chiffres du tiercé. Si c'est un peu important pour deviner les chiffres du tiercé. Mais enfin à l'époque, on dit que la fermière avait perdu le sommeil, l'appétit. Elle était morte prématurément, enfin bref. Et le fait que la maison a une très mauvaise réputation, je crois que jusqu'à ce que la famille Somero s'y installe longtemps après, personne ne voulait y aller. Ouais. On peut demander aux musiciens s'ils entendent des bruits dans les murs. Enfin, j'en ai pas entendu parler ces temps-ci, apparemment, c'est que les gens se plaignent, ils ne se plaignent pas. Pourquoi pas, oui. Mais à cette époque-là, en fin de compte, il y avait la ferme du juge, il y avait donc un fermier, un autre fermier pour cette fameuse ferme que vous dites, ou qui parenté, je dirais. Et après, vous aviez aussi la ferme sèche, aussi plus loin, où c'était encore un 3e fermier, c'est-à-dire que c'était... Il y avait la ferme du château. Oui, et puis la ferme du château. Il y avait 4 fermes. Oui, 4 fermes. Les fermes, oui, il y a une fille à la fin du 19e siècle qui avait hérité de Beauchiffret à Saint-Jean. Ouais, vous connaissez. Oui. Et qui a vendu peu de temps après. La ferme Couturier avait déjà été vendue avant. Ah, déjà, la ferme Bury. Et la ferme Chamard aussi, je crois. C'était la même ferme qui avait le toit. C'est pointu. En montant la montée de la Madone. Oui, alors, vers 1905, il y a la Croix des Adieux, des garnements, et là j'avais-il 15, 16, 17 ans, avait démoli le croisillon en fer à coups de pierre. Alors il y a eu enquête, bien sûr, on avait trouvé les coupables, la punition. Est-ce que c'était l'ambiance anticléricale de l'époque qui les avait influencés? Est-ce que... Bref, la punition était exemplaire. Hein. Je ne sais pas s'ils étaient pieds nus, mais on les a fait mettre en habit de pénitent, avec une chemise jusqu'au pied, et porter une croix de bois devant la procession qui allait remettre, qui allait rebénir le croisillon reconstitué. Il y avait un monsieur, c'était un monsieur Tartavel qui était... J'entendais pas les noms là. Il avait son frère qui était artisan juste en face, au-dessus de la Syrie. Là, Tartavel, c'était pas
Forgeron, non? Non. Non, c'est pas forgeron. Non, il y avait cet Tartavel que j'ai connu, il était déjà âgé, qui avait son atelier sur le pont de la route qui monte à Saint-Pel, au-dessus de face de la Syrie. Là. Son atelier existait toujours. Donc c'était cette famille Tartavel qui, un de ces garçons qui avait fait cette sottise. Il s'en est rappelé toute sa vie, je suppose. Et il est devenu curé, non? Même pas? Non, même pas. Non. Martin et sa grange, Saint-Alban. Au croisement, il monte à bas. On parlait du tabac, des grandes feuilles fragiles. Les chasseurs étaient, le marquis d'Aubigny avait chasse réservée dans sa propriété, mais il donnait à 3 ou 4 familles l'autorisation de chasser sur ces terres. Il y avait entre autres, j'en sais rien, il y avait le receveur des PTT, qui s'appelait M. Butin à l'époque, qui distribuait le courrier au mois du Jules, etc. Alors, il chassait aux environs de caisse de tabac de mon grand-père, enfin bref, mon grand-père n'était pas très content parce que les chiens passaient dans les tabacs. Depuis, il tirait en l'air les oiseaux, les plombs en retombant, trouaient les feuilles. Bref, ils ont eu des mots, ils sont peut-être comme ils engueulés, enfin, j'en sais rien. C'est des gens qui n'étaient pas tellement commodes. Le rageur, c'est un plat qui se mange froid, il n'était pas très bon goût. Peut-être quelques mois après, mon grand-père avait un frère, il avait, je ne sais pas combien, 7 frères et 2 sœurs. Bref, il avait un frère à Saint-Jean-Valden qui était cultivateur, c'était un costaud qui était bon vivant, et il est mort brutalement, il n'avait pas 60 ans. La famille a immédiatement été à la poste à Saint-Joire et a téléphoné, a envoyé un télégramme à la poste de Saint-Alban, ne sachant pas que Manu Juge était à Saint-Martin. Un télégramme, le père est décédé, funérailles après-demain à telle heure. Mais monsieur le receveur a immédiatement répondu à la poste de Saint-Joire, inconnu à Saint-Alban. Ah oui, le juge parti de Saint-Martin. Le lendemain, par le facteur, le préposé, le receveur de Saint-Joire a prévenu la famille, monsieur Fugier, ça a connu Saint-Alban. Et alors ils ont téléphoné aux commerçants, il y avait un ou deux commerçants à Saint-Alban qui avaient le téléphone déjà. C'était en 1920, 1925, ça, en 1922, qui a chargé les enfants des gamins des écoles de porter la nouvelle qui mes grands-parents qui ont appris le décès et l'enterrement 3 heures avant les funérailles. Ça n'a certainement pas arrangé leur relation. C'était pas très bon goût. Ben, vous me parlez de télégramme. Mais j'ai récupéré un document où les PTT d'époque disaient la facturation des télégrammes dans un village comme Saint-Alban, suivant où les personnes habitaient par rapport, géographiquement par rapport à la poste. Il ne fallait pas habiter à la Brancha à l'époque. On payait très cher pour avoir notre télégramme. Tandis que celui qui habitait pas loin de la poste, il payait pratiquement rien. C'était au kilomètre. Hein. Ah bon? Facturé au kilomètre à l'époque. Oh. C'est marrant.